En 2014, à Paris, le groupe Bull cessa d'exister en tant que titan indépendant. Autrefois surnommé le IBM européen, ce géant informatique, protégé et financé par l'État français pendant un demi-siècle, fut silencieusement racheté par Atos. Le prix de cette capitulation? À peine 622 millions d'euros, une somme dérisoire pour une entreprise qui, à son apogée, avait englouti des milliards de francs de subventions publiques, déployé ses terminaux dans toutes les administrations du pays et racheté la marque américaine Zenith Data Systems pour s'imposer brièvement comme le 4e constructeur mondial de micro-ordinateurs. Ce rachat n'était pas qu'une simple transaction financière. C'était l'aveu final d'une défaite industrielle. Des décennies durant, la présence d'un écran bulle sur un bureau administratif incarnait l'autorité et l'indépendance de la France. Le paradoxe, c'est que Bull n'a pas échoué par manque d'ambition nationale. La marque s'est effondrée parce qu'un gouvernement ne pouvait pas dicter la loi du marché mondial. Mais la vraie histoire de Bull n'est pas seulement l'histoire d'un rachat en 2014. C'est l'histoire d'une nation qui a cru pouvoir construire son propre futur numérique sur commande, avant que le monde entier ne choisisse un autre standard. Chaque semaine, nous racontons les histoires des machines, réseaux, terminaux et plateformes qui ont un jour appris à la France à imaginer le futur et ce qui s'est passé quand le marché a changé. Abonnez-vous si cette histoire compte pour vous. Mais l'histoire de Bull ne commence pas par la nostalgie. Elle commence par un lieu précis, à Paris, en 1966. L'histoire de cette entreprise ne commence pas dans un garage californien ou dans la chambre d'un étudiant visionnaire. Elle commence dans les plus hauts cercles du pouvoir politique français, au cœur de la guerre froide, par une humiliation nationale. Nous sommes au milieu des années 1960. La France, sous la présidence du général de Gaulle, déploie des efforts colossaux pour bâtir sa force de dissuasion nucléaire. Le commissariat à l'énergie atomique, le cerveau scientifique de ce programme, a un besoin vital d'une puissance de calcul massive pour simuler des explosions et concevoir des ogives. À l'époque, cette puissance n'est disponible que chez un seul grand fournisseur mondial, les États-Unis. La France commande alors un supercalculateur à l'entreprise américaine Control Data Corporation. Mais en 1966, Washington refuse. L'administration américaine bloque la licence d'exportation. Ce refus est un choc sismique pour l'État français. L'embargo américain prouve brutalement qu'il n'y a pas d'indépendance diplomatique ou militaire sans indépendance technologique. La souveraineté de la France vient de s'écraser contre un mur de silicium et de brevets étrangers. La réponse de l'Élysée est immédiate, martiale et financée par des fonds publics colossaux, le lancement du plan calcul. L'objectif de ce plan d'État n'est pas de créer une petite entreprise pour concurrencer le secteur privé. L'objectif est de forger, de toutes pièces, une industrie informatique nationale capable de tenir tête aux géants américains IBM, qui domine alors 70% du marché mondial. C'est de cette volonté politique absolue que naît la Compagnie internationale pour l'informatique, CRI, une entité qui, après de multiples fusions, absorptions complexes et restructurations orchestrées par les ministères, deviendra le cœur du grand groupe Bull tel que les Français l'ont connu dans les années 1980. À cette époque, l'informatique n'a rien à voir avec l'objet personnel que l'on glisse aujourd'hui dans un sac. Pour comprendre ce que Bull construisait, il faut comprendre l'architecture technologique de ce monde. L'informatique des années 1970 et du début des années 1980 est dominée par l'ordinateur central, ou mainframe, un système informatique monumental, enfermé dans des pièces réfrigérées et sécurisées qui centralisent toute la puissance de calcul, les bases de données et la mémoire d'une organisation entière. Pour interroger ce cerveau central depuis un bureau, l'employé utilise un terminal, un équipement de bureau passif, souvent réduit à un écran cathodique et un clavier lourd qui ne calcule rien par lui-même, mais permet d'afficher et de saisir des données envoyées à l'ordinateur central à distance. Dans un bureau administratif français typique de cette époque, la technologie Bull prend une forme physique très précise. Sur un solide bureau métallique repose un terminal lourd, imposant, au design souvent beige ou gris industriel. L'écran cathodique diffuse une lueur caractéristique, projetant des lignes de texte vert phosphore ou ambre. L'interface est austère, textuelle, sans aucune souris. Le clavier, épais et bruyant,
résonne d'un cliquetis sec à chaque frappe de l'opérateur. Ce terminal n'est pas un outil de création personnelle. C'est une fenêtre d'interrogation rigide, reliée par des câbles épais à un ordinateur central lointain qui gère les impôts, les comptes bancaires ou les registres de la sécurité sociale. Mais pour imposer ce matériel, l'État ne peut pas se contenter de le fabriquer. Il doit forcer son adoption. C'est ici qu'intervient la plus grande force et la future faiblesse de Bull. Le gouvernement utilise la commande publique comme une arme. Les ministères, les administrations, l'armée, les postes, télégraphes et téléphones, PTT, Électricité de France, EDF, la SNCF et les grandes banques nationalisées reçoivent des directives claires. Ils doivent s'équiper en matériel français. Ils doivent acheter du Bull. Bull ne fonctionne donc pas comme une entreprise soumise à la brutalité du marché libre. Elle opère presque comme une extension de l'administration. Ses ingénieurs sont parmi les meilleurs d'Europe. Ces laboratoires produisent des architectures réseaux sophistiquées, souvent en avance sur leur temps, comme l'architecture DSA, conçue pour rivaliser avec les standards d'IBM. Mais la relation avec le client est biaisée. Le client principal de Bull n'est pas l'utilisateur final qui tape sur le clavier, ni le chef de petite entreprise qui surveille un budget. Le client, c'est l'État, qui injecte régulièrement des centaines de millions de francs sous forme de subventions, de contrats garantis ou d'avances remboursables pour combler les déficits chroniques d'une structure industrielle devenue massive et bureaucratique. À l'aube des années 1980, Bull est un empire industriel soutenu à bout de bras par l'argent public. L'entreprise emploie des dizaines de milliers de personnes. Ses usines, comme le gigantesque site de production d'Angers, tournent à plein régime pour assembler des cartes électroniques, des terminaux et des systèmes complexes. Les écrans verts de Bull sont partout où l'État exerce son autorité. La stratégie semble avoir fonctionné. La France a son champion informatique, capable de sécuriser ses données régaliennes et d'équiper ses infrastructures critiques. Le problème n'était pas la capacité d'ingénierie de la marque. Le problème était l'écosystème artificiel autour d'elle. En grandissant sous la perfusion financière de la commande publique, Bull avait développé une culture de cathédrale, des cycles de développement très longs, des systèmes propriétaires fermés, des marges commerciales faibles compensées par l'État et une lenteur administrative incompatible avec les secousses de la technologie grand public. L'entreprise régnait en maître dans les salles climatisées des grands comptes nationaux et sur les bureaux des fonctionnaires. Mais pendant que Bull perfectionnait ses terminaux connectés à des ordinateurs centraux hors de prix, une révolution silencieuse commençait à émerger depuis la Californie et l'Asie. Une révolution faite de puces standardisées, de machines indépendantes qui n'avaient pas besoin d'un ordinateur central pour fonctionner et qui allaient bientôt cibler non pas les États, mais les individus. La machine française était née pour protéger l'État, mais elle devait maintenant apprendre à conquérir les bureaux. Les années 1970 et la première moitié des années 1980 marquent l'âge d'or de l'expansion physique de Bull sur le sol français. Pour comprendre l'ampleur de cette percée, il ne faut pas regarder les vitrines des magasins d'électronique grand public, mais pousser la porte des institutions qui structurent la vie quotidienne du pays. L'État, actionnaire et protecteur, a transformé l'entreprise en fournisseur officiel de la République. Cette politique de préférence nationale crée un écosystème fermé, massif et omniprésent. Dans une agence des PTT, l'administration des postes, télégraphes et téléphones, l'employé au guichet ne consulte plus de simples fiches cartonnées pour vérifier un compte postal. Il se tourne vers un terminal Bull, souvent de la gamme Kestar, dont l'écran monochrome affiche des caractères verts. Ce terminal, un appareil passif qui permet d'accéder à un service distant, est relié par des lignes de cuivre à un ordinateur central gigantesque situé à des dizaines ou des centaines de kilomètres de là. Le même scénario se répète à la Direction générale des impôts, où les inspecteurs centralisent les déclarations des citoyens sur des systèmes Honeywell Bull. À la SNCF, la gestion des réservations et la logistique complexe des trains commencent à s'appuyer sur ces mêmes architectures lourdes. Dans le secteur bancaire nationalisé, des établissements comme le Crédit Lyonnais ou la Société Générale déploient des machines Bull pour informatiser leurs agences et gérer les millions de transactions quotidiennes.
Bull ne vend pas seulement des ordinateurs. L'entreprise vend une infrastructure de souveraineté. Elle déploie sa propre architecture réseau, la Distributed Systems Architecture, DSA, conçue par ses ingénieurs en France pour concurrencer le standard SNA du géant américain IBM. Pour un fonctionnaire français des années 1980, l'informatique a le visage d'une machine bulle, un équipement austère, fiable, souvent d'une couleur grise institutionnelle, dont le clavier bruyant résonne dans les couloirs administratifs. C'est une informatique de contrôle, de registre et de centralisation. Pourtant, au milieu des années 1980, une fracture technologique fondamentale commence à redessiner le marché mondial. Une nouvelle catégorie de machines émerge, le micro-ordinateur, un ordinateur compact destiné à un usage personnel ou professionnel, qui possède son propre processeur et son propre disque dur, et qui calcule lui-même ses données sans dépendre d'un serveur lointain. Porté par IBM avec son standard PC et par Apple avec le Macintosh, cette révolution déplace le pouvoir informatique de la salle climatisée vers le bureau individuel. Le modèle économique de l'informatique bascule. Le micro-ordinateur utilise des composants standardisés, fabriqués en grande série en Asie ou aux États-Unis, et s'appuie sur des logiciels créés par des éditeurs tiers comme Microsoft. Les prix chutent. Les entreprises privées, qui ne sont pas soumises aux directives d'achat de l'État français, s'équipent massivement en PC compatibles. Pour la direction de Bull, le choc est existentiel. L'entreprise est une cathédrale d'ingénieurs habitués à concevoir des systèmes propriétaires complexes sur des cycles de développement de 5 à 10 ans, vendus à des prix exorbitants. Elle n'est absolument pas taillée pour la guerre des prix, les marges réduites et la rapidité féroce du marché du micro-ordinateur. Ses propres tentatives de concevoir des PC français, comme le Bull Micral, peinent à s'imposer face au rouleau compresseur des standards américains et asiatiques. Si Bull reste enfermé dans son marché des ordinateurs centraux administratifs, l'entreprise est condamnée à long terme. La direction prend alors une décision radicale. Puisque la culture interne ne permet pas de créer un leader du micro-ordinateur de toutes pièces, Bull va utiliser l'argent public et son poids financier pour acheter une place au sommet du marché mondial. En octobre 1989, Bull réalise un coup de tonnerre stratégique. Pour plus de 500 millions de dollars, le groupe français rachète Zenith Data Systems, ZDS, la division informatique du fabricant américain d'électronique Zenith. Ce n'est pas une simple acquisition. Zenith Data Systems n'est pas une petite start-up. À cette époque, ZDS est l'un des constructeurs de micro-ordinateurs les plus respectés au monde, célèbre pour avoir conçu certains des premiers ordinateurs portables performants, comme le Zenith Supersport. ZDS maîtrise parfaitement l'intégration des processeurs Intel et l'architecture standard. Surtout, Zenith est le principal fournisseur de micro-ordinateurs du gouvernement fédéral américain, équipant massivement l'US Air Force, l'US Navy et le Pentagone. L'ironie historique est vertigineuse. L'entreprise française, née pour échapper à l'embargo technologique américain de 1966, devient, 23 ans plus tard, le fournisseur officiel des ordinateurs portables de l'armée des États-Unis. Avec cette acquisition, l'échelle de Bull change instantanément. L'entreprise n'est plus seulement cantonnée au guichet des ministères français. Du jour au lendemain, grâce aux ventes massives de Zenith Data Systems, le groupe Bull devient le 4e plus grand fabricant d'ordinateurs au monde et le leader incontesté sur le segment explosif des ordinateurs portables aux États-Unis. La percée est spectaculaire. Dans les rapports annuels, les chiffres de production explosent. La gamme s'étend désormais des immenses supercalculateurs vendus à Météo France jusqu'aux élégants ordinateurs portables ZDS qui voyagent dans les mallettes des cadres commerciaux américains et européens. Bull possède désormais des usines d'assemblage de micro-informatique de pointe, un réseau de distribution mondial et une légitimité soudaine sur le marché du standard Wintel, Windows plus Intel. Pour le gouvernement français, qui signe les chèques d'augmentation de capital, le pari semble gagné. L'entreprise a réussi la transition la plus dangereuse de l'histoire de la technologie, passer de l'âge des ordinateurs centraux à celui de l'informatique personnelle. Sur le papier, Bull a toutes les cartes en main pour affronter la décennie 1990 en tant que superpuissance technologique globale,
capable de rivaliser avec IBM, Compaq et Hewlett-Packard. L'illusion était parfaite. Bull n'était plus seulement un géant français protégé par l'État, il semblait prêt à dicter le standard mondial. Au début des années 1990, le groupe Bull atteint le sommet absolu de sa puissance physique, industrielle et politique. L'entreprise n'est plus seulement un fournisseur administratif, elle est devenue un véritable empire technologique mondial, dont le cœur bat en France et dont les tentacules s'étendent sur plusieurs continents. Pour mesurer cette gloire, il ne faut pas regarder un simple bilan financier, mais se rendre physiquement à Angers, dans l'ouest de la France. Là-bas, Bull a bâti l'une des usines de production électronique les plus gigantesques et sophistiquées d'Europe. Le site s'étend sur des dizaines de milliers de mètres carrés. À l'intérieur, des milliers d'ouvriers et de techniciens s'affairent sur des chaînes de montage automatisées. Ils assemblent des cartes mères, soudainnent des microprocesseurs de haute précision et calibrent des écrans cathodiques. L'odeur de l'étain chaud, le balai des robots d'assemblage et le cliquetis des tests de contrôle qualité remplissent les ateliers. À son apogée, le groupe emploie plus de 45 000 personnes à travers le monde. C'est une véritable armée industrielle en mouvement. Cette puissance de frappe inonde le territoire national. L'écosystème Bull, l'ensemble des appareils, des logiciels, des utilisateurs, des développeurs et des institutions qui donnent de la valeur à une technologie, structure désormais l'économie entière. Si vous entrez dans une agence France Télécom au début de la décennie, l'agent qui active votre ligne téléphonique tape sur un terminal Bull. Si vous retirez de l'argent ou consultez le solde de votre compte à la Société Générale, au Crédit Lyonnais ou au Crédit Agricole, l'ordinateur central gigantesque qui sécurise et valide la transaction dans un centre de données sécurisé est frappé du logo Bull. L'infrastructure invisible de la France repose sur ses épaules. Même le miracle du Minitel, un terminal vidéotexte français relié à la ligne téléphonique pour accéder à des services en ligne avant le web grand public, s'appuie en arrière-plan sur d'immenses serveurs Bull. Ces serveurs, des ordinateurs surpuissants qui fournissent des données et des services à d'autres appareils, gèrent le trafic frénétique des millions d'appels vers les fameux codes 3615. L'entreprise est également l'un des pionniers mondiaux d'une technologie qui va révolutionner les gestes du quotidien. La carte à puce, un morceau de plastique intégrant un microprocesseur sécurisé pour stocker des données ou valider des transactions. À travers sa division interne CP8, Bull détient des brevets mondiaux fondamentaux. Chaque fois qu'un Français glisse sa nouvelle carte bancaire dans un terminal de paiement commercial ou insère une télécarte dans une cabine téléphonique publique de quartier, il utilise, souvent sans le savoir, un morceau de technologie pensée, financée et perfectionnée par le géant de l'informatique nationale. Bull n'est plus seulement dans les couloirs froids de l'armée ou des impôts. Bull est dans les portefeuilles de tous les citoyens. C'est le moment d'euphorie absolue. Les revenus annuels dépassent les 30 milliards de francs. L'entreprise a réussi le tour de force d'être à la fois le gardien des secrets de la dissuasion nucléaire, l'épine dorsale de l'infrastructure bancaire et le fournisseur par défaut des grandes entreprises nationalisées. Posséder un système Bull n'est plus perçu uniquement comme une contrainte imposée par le patriotisme économique du gouvernement, mais comme une garantie de sécurité institutionnelle. Dans une France où un écran pouvait arriver par la commande publique avant d'arriver par le libre marché, cette machine ne représentait pas seulement un système d'information. Elle représentait une idée nationale du numérique, une usine qui tourne, une souveraineté assumée, un clavier imposé sur chaque bureau administratif, un réseau sous contrôle étatique et la conviction profonde que le futur technologique pouvait être organisé par décret avant d'être dicté par le monde. Et pourtant, cette façade monumentale en France n'était qu'une partie de l'équation. Le véritable triomphe de Bull, celui qui devait assurer sa survie, se jouait bien au-delà de ses frontières, sur le bureau des cadres américains. En rachetant Zenith Data Systems, l'État français n'a pas seulement acquis une ligne de production, il a acheté une part du bureau américain. Au tout début des années 1990, le logo ZDS devient omniprésent. Il suffit de regarder les mallettes des cadres et des commerciaux sillonnant les aéroports internationaux. À l'intérieur, on trouve souvent un ordinateur portable de la gamme Zenith. C'est un appareil massif aux lignes carrées,
doté d'un écran LCD à cristaux liquides monochromes, que l'on déploie sur les tablettes des avions ou dans les chambres d'hôtel. Ce n'est plus un terminal passif connecté à un serveur lointain, mais une machine autonome, capable de calculer, de stocker et d'afficher des tableurs sans dépendre du moindre réseau. Le symbole ultime de cette conquête se déroule dans les couloirs les plus sécurisés des États-Unis. Le Pentagone, l'US Air Force et la marine américaine déploient des centaines de milliers de micro-ordinateurs fabriqués par la filiale du groupe Bull. L'entreprise française, née 3 décennies plus tôt pour échapper à l'embargo technologique de Washington, encaisse désormais des contrats fédéraux américains colossaux, évalués à des centaines de millions de dollars. Des milliers de soldats, d'officiers et d'analystes militaires américains tapent leurs rapports sur des claviers dont les bénéfices financiers remontent directement à Paris. Les chiffres donnent le vertige. En combinant les immenses ordinateurs centraux vendus aux banques européennes et les flottes d'ordinateurs portables ZDS vendus aux institutions américaines, Bull atteint des sommets. L'entreprise détient alors près de 20% du marché américain des ordinateurs portables, une performance qu'aucune autre entreprise européenne n'avait jamais imaginée. C'est l'apogée d'une stratégie hybride inédite. Une base arrière institutionnelle ultra protégée et financée par le contribuable français, couplée à une vitrine commerciale agressive aux États-Unis. Pourtant, derrière ces statistiques éclatantes et ces écrans allumés à travers le monde, une contradiction systémique commençait à ronger la structure même de l'entreprise. Bull était devenu un monstre à 2 têtes, fondamentalement impossible à gouverner. D'un côté, la division micro-informatique américaine, qui devait survivre sur un marché libre et frénétique, où les prix de vente chutaient chaque mois, où les composants asiatiques inondaient les usines, et où la valeur technologique était désormais dictée par les processeurs de l'américain Intel et les logiciels de Microsoft. De l'autre côté, la maison mère en France, structurée et gérée comme un ministère. La culture historique de Bull reposait sur des contrats d'État garantis sur 10 ans, des architectures logicielles propriétaires conçues à l'abri de la concurrence et des dizaines de milliers d'employés habitués à la sécurité budgétaire des grandes administrations publiques. L'entreprise produisait beaucoup, mais avec des coûts de structure infiniment trop lourds. Les solides terminaux gris posés sur les bureaux des agences France Télécom et les ordinateurs portables Zénith dans les bases militaires américaines masquaient une véritable hémorragie financière interne. Le géant informatique français vivait sur l'illusion que son poids politique, son soutien étatique illimité et ses rachats massifs suffiraient à figer le temps. La direction parisienne pensait avoir acheté sa place dans le futur de la micro-informatique. En réalité, elle avait simplement acheté un sursis très coûteux. Mais dans les laboratoires californiens et les usines d'assemblage asiatiques, le marché n'attendait plus les directives d'un État. La révolution du PC standardisé allait balayer les cathédrales informatiques. La première fissure n'a pas été une faillite spectaculaire, ni une usine fermée du jour au lendemain. Elle a pris la forme d'un simple catalogue de vente par correspondance venu du Texas et d'un changement de standard dans l'armée américaine. Au tout début des années 1990, le marché mondial de la micro-informatique subit une mutation brutale. Une véritable guerre des prix, une stratégie agressive où les constructeurs sacrifient sciemment leurs marges financières pour détruire leurs concurrents et gagner des parts de marché, est déclenchée par de jeunes marques américaines comme Compaq ou Dell. Ces nouvelles entreprises ne fonctionnent pas comme Bull. Elles n'ont pas de ministères à protéger, pas de milliers d'ingénieurs en recherche fondamentale et ne fabriquent pas leurs propres processeurs. Elles achètent des composants standards en Asie, les assemblent à la chaîne avec une efficacité redoutable et les vendent souvent directement aux entreprises, réduisant les coûts à l'extrême. Pour Zenith Data Systems, ZDS, la filiale américaine de Bull acquise à prix d'or pour conquérir le monde, le choc est dévastateur. ZDS avait prospéré dans les années 1980 en concevant des ordinateurs portables sophistiqués et robustes, vendus principalement au gouvernement américain par le biais de contrats fédéraux très lucratifs. L'entreprise n'était absolument pas taillée pour se battre sur des marges infimes. Soudain, sur le marché civil, la marque se retrouve avec des coûts de production beaucoup trop élevés. Les acheteurs des grandes entreprises américaines et européennes commencent à délaisser les solides machines Zenith pour des ordinateurs concurrents nettement moins chers, tout aussi performants
et équipés exactement des mêmes logiciels. Le piège systémique se refermait. L'ordinateur personnel n'était plus une infrastructure d'état complexe. Il devenait rapidement un produit de base, un objet matériel banalisé dont la véritable valeur ne résidait plus dans le plastique ou la carte mère, mais dans le système d'exploitation, le logiciel central comme Windows de Microsoft et dans le processeur, la puce de calcul standardisée fabriquée par Intel. Dans ce nouveau monde dicté par le standard américain Wintel, être le fleuron de l'ingénierie nationale française ne donnait plus aucun avantage. Le marché s'intéressait au prix et à la compatibilité globale, pas à la souveraineté. En 1992, le premier véritable séisme frappe. ZDS perd le renouvellement de son contrat géant avec l'US Air Force, remporté par un concurrent moins cher. Ce n'était pas seulement la perte d'un client, c'était le moteur de croissance de toute la stratégie de Bull qui s'enrayait brusquement. Simultanément, le cœur historique de l'entreprise, les immenses ordinateurs centraux vendus aux grandes banques et aux administrations françaises, commençait à trembler face à une nouvelle révolution technique, l'architecture client-serveur. Ce nouveau modèle informatique permettait de répartir la puissance de calcul entre de multiples petits ordinateurs agiles, les serveurs et les PC des employés, les clients, rendant obsolètes les immenses machines monolithiques et propriétaires de Bull. Dans les centres de données des banques françaises comme le Crédit Lyonnais ou la BNP, les ingénieurs réseau commençaient à migrer leur système. Ils débranchaient progressivement les coûteux équipements propriétaires Bull pour les remplacer par des réseaux de serveurs standardisés, souvent américains, fonctionnant sous le standard Unix. L'écosystème fermé de Bull se fissurait de l'intérieur. Les développeurs de logiciels professionnels ne voulaient plus écrire du code spécifique pour les machines françaises. Ils développaient désormais pour les standards mondiaux afin de toucher un marché global. Pendant ce temps, à Paris, l'illusion bureaucratique qui maintenait le groupe en vie commençait à se heurter au mur de la réalité politique. Dans les années 1970 et 1980, quand Bull accumulait les pertes financières, l'État français signait simplement un chèque de recapitalisation pour renflouer les caisses. C'était le prix assumé de l'indépendance nationale. Mais le monde de 1993 n'est plus celui du général de Gaulle ou de la guerre froide. L'Europe du marché unique se construit. À Bruxelles, la Commission européenne, garante de la libre concurrence, commence à scruter avec sévérité ces aides d'État, ces injections massives d'argent public qui permettent à une entreprise nationale de survivre artificiellement face à ses concurrents privés. Dans les couloirs du ministère des Finances français, les rapports alarmants s'empilaient. Bull brûlait l'argent des contribuables à un rythme effréné. Des milliards de francs de pertes s'accumulaient année après année. Le groupe était devenu un colosse industriel, impossible à manœuvrer, tiraillé entre sa culture d'entreprise publique protégée en France et la brutalité féroce du marché des micro-ordinateurs aux États-Unis. Les effectifs étaient pléthoriques, les cycles de décision trop lents, et l'architecture financière du groupe ne tenait plus que par la perfusion de l'État. En 1993, le couperet politique tombe. Le gouvernement français, sous la pression conjointe de la Commission européenne et de l'hémorragie financière insoutenable, impose une décision historique. Bull doit être privatisé. C'est un changement de paradigme d'une violence inouïe pour l'entreprise. Le groupe, qui avait été conçu, nourri et protégé depuis 1966 pour être l'extension informatique de l'État souverain, devait soudainement apprendre à survivre seul, sans filet de sécurité, face à des actionnaires qui n'exigeraient plus des victoires politiques, mais de la rentabilité immédiate. Pour préparer cette privatisation, le démantèlement physique commence. Dans les usines, comme sur le gigantesque site d'Angers, l'inquiétude grandit. Les plans de restructuration s'enchaînent. Des milliers de postes sont supprimés à travers le monde. Les effectifs mondiaux, qui avaient ensuite dépassé les 45 000 salariés, commencent à fondre inexorablement. Dans les bureaux administratifs de l'Hexagone, un changement silencieux s'opère. Quand un ministère ou la SNCF renouvelle son parc informatique, il ne commande plus automatiquement du matériel Bull. Le décret implicite de préférence nationale s'efface face à la dure loi des appels d'offres publics européens qui imposeront de choisir l'équipement le moins cher. Sur les bureaux des fonctionnaires, le lourd terminal gris portant le logo Bull est débranché et évacué. À sa place,
on installe un PC standard asiatique ou américain. L'ordinateur souverain reculait dans son propre pays, mais le coup de grâce industriel allait venir de sa tentative désespérée de rester une puissance mondiale. La décennie 1990 s'ouvrit sur une réalité brutale. L'État français, fidèle à sa vision d'indépendance technologique, refusa de laisser mourir son champion. Les plans de sauvetage se succédèrent, injectant des milliards de francs d'argent public pour maintenir Bull à flot face à des concurrents devenus titanesques. Mais l'argent ne pouvait pas inverser la gravité du marché. Pour survivre à la vague du micro-ordinateur, un ordinateur compact destiné à un usage personnel ou professionnel, Bull tenta un pari audacieux, le rachat de l'entreprise américaine Zenith Data Systems à la fin des années 80. L'objectif était clair, acheter des parts de marché et une expertise immédiate dans les ordinateurs portables et de bureaux pour exister sur les étagères et dans les entreprises. Pendant un bref instant, cette acquisition fit de Bull l'un des plus grands constructeurs de PC au monde. Mais cette illusion de grandeur masquait une fragilité structurelle que le marché allait vite révéler. Le problème n'était pas seulement la machine américaine que Bull essayait de vendre, le problème était l'écosystème, l'ensemble des logiciels, utilisateurs, développeurs et partenaires qui donnent de la valeur à une technologie qui s'était déjà cristallisée autour de standards mondiaux implacables. L'industrie s'alignait frénétiquement sur les processeurs Intel et le système d'exploitation Windows de Microsoft. Dans ce monde de standards partagés, la marge bénéficiaire s'effondrait. Les constructeurs asiatiques et américains, comme Compaq ou Dell, produisaient plus vite, moins cher, avec des chaînes logistiques mondialisées. Face à cette machine de guerre industrielle, les coûts de structure de Bull étaient devenus insoutenables. La marque vendait des ordinateurs, mais le modèle économique derrière chaque vente s'effritait. La première fissure fut presque invisible. Un ministère qui, pour renouveler son parc informatique, opta discrètement pour des machines américaines. Une administration publique qui choisit d'équiper ses bureaux avec des PC d'assemblage concurrents. Dans les couloirs des ministères et les agences France Télécom, la présence des écrans estampillés Bull commença à changer de signification. Autrefois symbole de modernité et de souveraineté nationale, le logo à l'arbre devenait progressivement synonyme de système hérité, une technologie ancienne encore utilisée et maintenue après que le marché est passé à d'autres systèmes. Les fonctionnaires français voyaient des équipements plus légers et plus rapides inonder le secteur privé, pendant que l'administration restait partiellement attachée à son fournisseur historique par patriotisme économique ou inertie des marchés publics. Mais l'État finit par accepter l'inévitable. Les milliards injectés ne suffisaient plus. Il fallait privatiser, restructurer, tailler dans le vif. Zenith Data Systems fut revendu, marquant la fin cruelle des ambitions de Bull dans la micro-informatique de masse. Les usines historiques furent fermées, cédées ou restructurées. L'entreprise dut licencier massivement, provoquant des séismes sociaux dans des bassins d'emploi entiers en France. Les ingénieurs, autrefois fer de lance de l'indépendance technologique nationale, voyaient leur entreprise découpée pour survivre. Bull se replia sur ce qu'elle savait encore faire, et là où les marges existaient encore, les grands serveurs, des ordinateurs ultra puissants qui fournissent des données et traitent des applications pour d'autres appareils ou réseaux, la cybersécurité et les supercalculateurs. L'entreprise qui voulait autrefois équiper chaque bureau d'un ordinateur français accepta de devenir un acteur de niche, invisible pour le grand public, caché dans le silence climatisé des centres de données. Ce repli stratégique prolongea l'existence de l'entreprise, mais actait la fin de l'empire domestique. Le nom de Bull ne résonnait plus dans les rayons de la Fnac ni dans les démonstrations de Surcouf. Il devint une marque spécialisée, respectée par une poignée d'experts, mais totalement déconnectée de la révolution de l'Internet mondial qui transformait les foyers français. En 2014, le point final de cette longue trajectoire fut posé. Atos, un géant français des services numériques, annonça le rachat de Bull. L'ancienne gloire nationale ne fut pas détruite. Elle fut absorbée, digérée par une logique de consolidation plus vaste. La marque survécut un temps au sein du groupe, collée sur des supercalculateurs de pointe, avant de se diluer dans les communications corporatives. L'appareil fonctionnait encore. Le marché autour de lui avait changé.
L'État cessa d'injecter des milliards. Les usines historiques changèrent de main. Le nom disparut des bureaux. Les serveurs devinrent invisibles. L'administration choisit d'autres écrans. Le logo perdit son écho. L'ambition nationale devint un département technique. La France avait voulu un empire. Le marché avait choisi le monde. Aujourd'hui, le nom de Bull n'a pas été totalement effacé du paysage technologique, mais sa nature a profondément muté. Contrairement à d'autres empires français de l'électronique qui ont fini par disparaître ou par être réduits à de simples licences apposées sur des téléviseurs importés, l'entreprise n'a pas été effacée. Elle a survécu en devenant exactement ce que le grand public ne voit jamais. Après son rachat par le groupe Atos en 2014, la marque Bull a été préservée pour incarner l'ultra-haute technologie européenne. Aujourd'hui, le logo à l'arbre, modernisé mais toujours reconnaissable, ne se trouve plus sur les claviers beiges des bureaux familiaux, ni sur les terminaux des agences bancaires de quartier. Il est gravé sur les façades métalliques des supercalculateurs, des ordinateurs aux performances extrêmes utilisés pour la recherche scientifique, les prévisions météorologiques ou la simulation militaire, et sur des équipements de cybersécurité de pointe. Bull est devenue la division spécialisée dans la puissance de calcul massif et la protection des données critiques. La marque est retournée à ses origines industrielles et étatiques, loin des étagères de la Fnac, des catalogues de vente par correspondance et des bureaux des petites entreprises. Pour comprendre l'empreinte laissée par le géant informatique, il ne faut pas chercher dans les greniers des particuliers. Contrairement au Minitel, que l'on retrouve encore sous une fine couche de poussière dans une cave, ou aux ordinateurs scolaires Thomson, qui encombrent parfois les marchés aux puces, les machines de Bull étaient souvent trop massives, trop industrielles et trop onéreuses pour finir dans les cartons d'un particulier. La préservation de cette mémoire repose sur les épaules de passionnés et d'anciens ingénieurs. Des associations comme la Fédération des équipes Bull, FEB, ou l'Aconit à Grenoble, travaillent sans relâche pour sauvegarder les documentations techniques, les manuels d'utilisation, les bandes magnétiques, les cartes perforées et les rares terminaux survivants. Ces archivistes, souvent d'anciens employés ou bullistes, refusent que l'on oublie l'époque où la France concevait ses propres architectures informatiques depuis la base. Ils maintiennent en vie le souvenir d'une culture d'entreprise forte, faite d'ingénieurs brillants qui pensaient sincèrement pouvoir rivaliser avec le géant mondial IBM. Et c'est précisément ici que l'héritage de Bull dépasse la simple nostalgie technique. Cette histoire reste cruciale aujourd'hui car elle est le laboratoire originel de la souveraineté numérique, la capacité d'un État ou d'un continent à maîtriser les technologies essentielles à son indépendance politique et économique. L'échec de Bull sur le marché de masse ne prouve pas que les ingénieurs français étaient incapables de concevoir de bonnes machines. Il prouve une règle implacable de l'économie numérique moderne. Un État ne peut pas décréter un écosystème par la seule force de l'argent public et de la commande administrative. La technologie n'est pas une infrastructure statique comme une ligne de chemin de fer ou un barrage hydroélectrique. C'est un milieu vivant, composé de développeurs tiers, de standards mondiaux partagés, de chaînes logistiques intégrées et d'effets de réseau que les frontières nationales ne peuvent pas contenir. À chaque fois que l'Europe ou la France tente aujourd'hui de créer un cloud souverain, un moteur de recherche européen ou un champion de l'intelligence artificielle à coups de plans gouvernementaux, le fantôme de Bull plane sur ces décisions. L'histoire de la compagnie des machines Bull rappelle que la véritable indépendance ne s'achète pas seulement avec des subventions, mais se gagne en imposant un standard que le reste du monde a envie d'utiliser. Il y a d'ailleurs une ironie historique fascinante dans cette quête perpétuelle d'indépendance nationale. Une note de bas de page surprenante vient souvent rappeler la complexité de l'identité de l'entreprise. L'incarnation ultime de la technologie française, le fleuron défendu par le général de Gaulle, le cœur du plan calcul voulu par l'État français, porte en réalité le nom d'un ingénieur norvégien. C'est Fredrik Rosing Bull, l'inventeur des premières machines à cartes perforées qui ont donné naissance à l'entreprise dans les années 1930, qui a légué son patronyme à ce monument de l'industrie tricolore. Le symbole français a toujours eu des racines complexes. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne, au sein des installations ultra sécurisées du commissariat à l'énergie atomique, vous trouverez l'incarnation de ce qu'il reste du rêve.
Derrière des portes lourdement gardées, dans des salles blanches où la température est contrôlée au degré près, des armoires noires massives, alignées comme des monolithes, calculent des simulations de physique nucléaire. L'air est rempli du bourdonnement assourdissant des systèmes de refroidissement. L'appareil de l'État utilise toujours la machine nationale. Mais à des kilomètres de là, dans les réserves silencieuses d'un musée de l'informatique en région parisienne, l'autre visage de Bull repose sur une étagère métallique. C'est un vieux terminal de bureau des années 80, son boîtier beige légèrement jauni, son écran cathodique vide, son clavier aux touches lourdes figé dans le temps. Un simple objet, témoin d'une époque révolue où la France pensait pouvoir installer son propre futur sur chaque bureau, avant que le monde entier n'impose ses propres fenêtres. À la prochaine histoire, moi, c'est une histoire de No One.